Hello, everyone, and welcome to McGill Cares webcast series. Today's webcast will be taking place in French as I welcome a very special guest, Quebec artist Chloé Saint-Marie, who is a true caregiver crusader. Bonjour et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés, en soutien aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le docteur José Moret, chef de la division de gériatrie, et le docteur Serge Gauthier, professeur émérite anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web-émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et aujourd'hui, cette web-émission est rendue possible grâce à la fondation de la famille Zeller. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir l'actrice et chanteuse québécoise Chloé Saint-Marie. Chloé a été une proche aidante de son compagnon de vie, Gilles Carle, et elle continue d'être une militante importante pour les proches aidants au Québec. Elle est fondatrice et porte-parole pour la Fondation Maison Gilles Carle et son nouvel album, Maudit Silence, sortira en septembre 2022. Bienvenue, Chloé. Merci. Je suis très, très touchée qu'on puisse faire ce témoignage aujourd'hui, vraiment. Merci de l'invitation. Alors, Chloé, vraiment, j'aimerais commencer par peut-être vous demander de nous expliquer votre histoire d'amour. J'ai quelques photos ici parce que, en plus de mener une carrière incroyable, vraiment, vous êtes aussi devenue proche aidante à votre conjoint Gilles Carle. Oui. Gilles Carle, ce grand cinéaste dont les films ont fait, on peut dire, le tour du monde. Je l'ai connu, il avait 52 ans, c'était en 1982. Et puis, moi, j'avais 18 ans, comme sur la photo, là. Et puis, ça a été un coup de foudre total qui ne pouvait pas se renverser. On est tombé amoureux. Puis finalement, j'ai passé 27 ans de ma vie avec cet homme. Donc, c'est une histoire d'amour qui se poursuit toujours parce que je dirais que la mort ne tue pas l'amour, au contraire. Et comment dire, c'était un conte de fées. Moi, la jeune fille qui arrive de la campagne, qui ne sait rien, qui croise le grand maître Gilles Carle, qui était au summum de sa gloire, et un regard, et tout a chaviré dans ma vie. Alors, comment vous dire, mais c'est un conte de fées qui a duré 10 ans. Les 17 années après, on peut dire que ça sombrait dans un cauchemar. Mais un cauchemar au sens de la fatigue, de l'épuisement, mais l'amour reste là toujours. Alors, expliquez-nous, parce qu'on regarde les photos et le changement, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est arrivé. Je crois que c'était la maladie Parkinson qui... Oui. Gilles, c'est ça. Quand je l'ai connu en 1982, il avait une santé incroyable. Il joguait, il tournait les Ploufs, il tournait Maria-Chapdelaine, puis il joguait 14 kilomètres le midi. Il était celui qui avait le plus d'énergie sur le plateau. Mais en 1991, sur le plateau de La Postière, dont je jouais le rôle principal, il tombait souvent. Et les gens, ils pensaient qu'il était sous, mais sa sœur lui a dit « Tu devrais voir un neurologue ». C'était le docteur Bottez au CHUM, à l'Hôtel-Dieu. Et en tout cas, il a diagnostiqué de Parkinson en un seul mouvement. Il lui a dit « Bouge les mains comme ça, bouge les mains comme ça ». Puis seulement comme ça, il a dit « Parkinson ». Et là, moi... Au départ, je croyais que la maladie de Parkinson, c'était seulement qu'on tremblait un peu les mains. J'étais assez innocente. Puis j'ai ri, puis je me disais, on va faire avec, puis c'est rien, le Parkinson.
mais je l'ai vu se décomposer sur 17 années, lentement. Il l'a écrit d'ailleurs, je me décompose lentement, lentement je me fuis. Et il est mort dans une mort atroce, 35 jours sans boire, sans manger, très difficile. On parle souvent du deuil anticipatoire. En anglais, on dit anticipatory mourning. Et moi, je l'ai vécu aussi avec ma mère. Et je pense que, comme vous le décrivez, quand on voit non seulement le déclin cognitif, mais le déclin physique pendant tellement longtemps, ça a un vrai impact sur le proche aidant, n'est-ce pas? Oui, mais en même temps, je dirais que faire son deuil, ça n'existe pas. Pour moi, il ne faut pas faire le deuil. Le deuil, c'est des petits deuils à chaque jour parce qu'il a perdu la parole, il a perdu sa motricité fine, il a perdu la marche. Il fallait que je l'aide à mettre son chandail, à boutonner ses boutons de chemise, ses souliers, descendre les marches, rentrer dans l'auto. Donc, mais ça, c'est des petits deuils à faire. Mais quand arrive le départ, à mon sens, il ne faut surtout pas faire son deuil. Et il faut rester dans la communication avec Gilles, mais c'est un autre type de communication. Mais donc, moi, je pense que le vrai deuil, c'est les gens qui ne rêvent pas. Mais à partir du moment qu'on rêve, même malade, la vie continue. Quels étaient vos plus grands réalités ou défis comme proche aidant? Le plus grand, d'abord, c'est de me savoir aidant. Un jour, on m'a dit, Chloé, tu es une aidante. Moi, je dis, c'est quoi ce bébite-là? Je ne connaissais pas le mot aidant. Alors, mais à l'époque, en 1991, ça n'existait pas le mot aidant, puis on ne savait pas que toutes ces femmes qui font ce travail dans l'ombre sont des aidantes, mais elles sont là depuis des siècles que la femme prend le rôle de l'aidante. Mais ça a commencé... c'est quoi la question? Parce que C'était quoi vos plus gros défis? Est-ce que vous connaissez la maladie? Est-ce que vous trouvez que vous étiez bien éduqué par le système de la santé? Est-ce que vous savez où aller obtenir du soutien? C'était quoi les défis? Je savais rien. Alors, puis on m'a dit, il faut que tu vois une travailleuse sociale au CLSC, ils vont venir t'aider. D'abord, à partir du moment que la travailleuse sociale est rentrée à la maison et qu'elle a fait une sorte de portrait de la maladie de Gilles, un diagnostic, puis des besoins, ça m'a éclairé. Mais doucement, les défis les plus difficiles, c'était l'aide que j'avais besoin à la maison et qu'on me donnait, le CLSC, au début, il me donnait 3 heures par jour. Alors, mais ça a vite été pas suffisant. Et la pire atrocité, c'est qu'il m'envoyait des préposés, mais c'était jamais les mêmes à chaque jour. Oui, c'est ça. C'est ça le gros problème, ça arrive aujourd'hui. C'est le plus gros problème. Oui, c'est ça. Alors, moi, je me suis fâchée, puis j'ai dit, donnez-moi l'argent, je vais engager moi-même les préposés, ce que j'ai fait, mais je peux dire que je qualifie ce travail-là de saga. C'est la saga des préposés, parce que puis on le sait encore aujourd'hui avec la pandémie qui a mis la lumière sur tout. C'est tellement difficile d'avoir des préposés, de les garder, puis aussi, il faut bien les payer. Moi, ça me coûtait 10 000 $ par mois. Et je ne l'avais pas. Je suis une chanteuse, je chante de la poésie. Je ne fais pas ça 10 000 $ par jour pour payer les soins. Alors, jusqu'à sa mort, la plus grande difficulté, c'était de trouver l'argent pour payer les préposés, pour avoir les soins et les garder. Pour moi, là, qu'est-ce qui a besoin d'une aidante? C'est du répit.
Et quand elle n'a pas de répit, elle s'épuise. Puis quand c'est du 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, on sombre dans une dépression profonde et la seule issue, c'est le suicide. C'est ça. Le plus gros défi pour le Parkinson's ainsi que la démence, c'est ça, c'est que le plus que la maladie évolue, le plus que soin qui est requis, et c'est devient 24 heures, 7 jours par semaine, c'est impossible pour les membres de la famille de faire tout, impossible. Et comme vous disiez, le burn-out, l'épuisement, moi-même, j'ai fait un burn-out très sévère. Oui. Et Gilles, lui, comment est-ce que lui se sentait quand il a reçu, parce que là, on parle de votre parcours, mais celui de Gilles, comment c'est passé? Comment est-ce qu'il a pris ça, le diagnostic? Il a nié comme moi. On dit, on va gagner, on va se battre, c'est rien, le Parkinson. Donc, mais petit à petit, il voyait bien que son corps, il se décomposait, puis il se détériorait. Mais il y a eu une lune de miel quand même. En 1997, parce que ça a commencé en 91, puis quand il y a eu le diagnostic, c'était déjà avancé parce que ça faisait déjà au moins 3 ans là, que ça commençait. Moi, je commençais à voir qu'il y avait une difficulté avec ses mains et avec sa marche. Puis, il titubait. Donc, toujours, on aurait dit qu'il allait tomber. Alors, il l'a nié toujours. Et en 1997, le docteur Panisset est arrivé avec un médicament miracle qu'on appelle la lune de miel, le moment où ça fait effet pendant 1 an et demi à peu près. C'était un moment tellement à pleurer. Parce que, Gilles, je vous raconte comment ça s'est passé. En fait, c'est parce que le docteur Panisset, il disait, tu vas prendre les médicaments le plus tard possible. On va retarder la prise des médicaments pour que quand on commence, on ne peut plus arrêter. Puis en 1997, là, il fallait commencer. Et quand il a commencé, la première pilule, la dopamine, puis il y avait de la difficulté à se lever, d'aller faire pipi, tout ça. Et tout à coup, le lendemain, il s'en est pas rendu compte, il était rendu aux toilettes, comme ça, facile. Il savait pas ce qui s'était passé dans son corps. Puis là, il s'est vu dans le miroir, il est retourné se coucher, puis il est revenu, puis là, il s'est mis à pleurer. Il comprenait pas que c'est comme si la maladie, c'était comme un miracle. Oui, c'est comme une pause. Ouais, mais ça a duré 1 an et demi. Après, Après, ça chutait. Je décris souvent mon travail avec le programme de formation sur la démence de McGill comme le cadeau de la maladie de ma mère. Parce que pendant que je vivais ce trajet avec elle, j'étais vraiment pas dans une bonne place. Comme vous, j'avais aucune information, éducation. Je savais vraiment là, c'était grave. Mais je trouve que en anglais, it wasn't for nothing. C'était comme un cadeau. Tout le trajet que j'ai vécu, j'étais capable maintenant d'amener mon expérience puis aider les autres. Oui. Pensez-vous le trajet que vous avez suivi avec Gilles, c'est la même chose? Parce que là, tout ce que vous faites pour les gens, est-ce que vous le regardez maintenant comme un cadeau? Oui, c'est un cadeau parce que ça nous rend meilleurs. Ça nous donne, ça donne un équilibre. Parce que moi, j'étais pas prédestinée à être médecin, ni missionnaire, ni infirmière. Et j'étais une petite princesse qui était égoïste, puis qui rêvait de faire ses films, ses albums de chansons, puis ses spectacles. Puis l'artiste est égoïste. C'est d'abord pour lui qu'il crée. Mais je dirais que la personne malade aussi est égoïste. Et ça m'a appris, ça m'a apporté quelque chose que maintenant, un vécu, je dirais, un vécu que je redistribue. Ça m'a apporté une façon
une marche avec les pieds de la conscience. Ça m'a mis dans l'entraide, puis la solidarité. Et quand on vit pas ça, et je peux dire encore aujourd'hui, les gens qui n'ont pas vécu avec de personnes malades, qui n'ont pas vécu ce genre de tragédie, sont loin et on ne peut pas les atteindre. Alors ça m'a donné, ça m'a rendu meilleur au sens de l'altruisme. Alors, expliquez-nous comment est-ce que, c'est quoi l'histoire des maisons Gilles Carle? Comment c'est commencé? Après, on va montrer des photos, mais comment avez-vous fait ça? Ben, d'abord, ça a commencé en 2007. Moi, il fallait que je trouve des sous toujours pour gagner les 10 000 $ par mois pour ces soins. Et donc, j'ai demandé la première fois à Pierre-Carl Pelado, que vous connaissez, là, de faire une levée de fonds, ce qu'il a fait. Et ils ont trouvé 235 000 $, puis ça a donné 2 ans de soins. Mais tout de suite, en 2007, il fallait que je trouve encore des sous. Il n'y en avait plus. Et là, j'ai pris les dessins de Gilles, puis j'ai fait un coffret haut de gamme. Et je suis allée vendre ça, 2 500 $ le coffret, pour payer ses soins. Alors, mais bon, ça c'était jamais assez. Et je suis rentrée dans un épuisement où j'ai demandé à une de mes préposées, fais-moi rentrer à l'hôpital, fais-moi dormir. Et ils m'ont fait dormir. Je suis rentrée à la clinique Nouveau Départ pour narcomanes. Et ils m'ont fait dormir. Mais c'était comme un cauchemar. Dormir sur des injections, tu sais, des pilules. Et c'est au sortir de là qu'un ami est venu me chercher, il m'a récupéré, j'étais dans un état lamentable, je voulais me suicider, je voulais tuer Gilles, j'étais plus capable. Et j'ai fait un rêve dans cette nuit-là, et le rêve, c'était que je ne m'en sortirais pas s'il n'y avait pas d'autres aidants qui venaient m'aider. Donc, si on ne créait pas une coopérative. Moi, j'avais une maison à la campagne, donc à Saint-Paul-d'Abbotsford, puis j'avais 6 chambres, une vieille maison que j'avais retapée. Alors, les 6 chambres, ben, c'était parfait pour avoir d'autres mondes. Fait que le rêve que j'ai fait, c'est que on serait 5 aidants, 5 personnes malades, puis on se donnerait du répit. Donc, pour 5 personnes malades, il y aurait 2 aidants ou 3 qui travaillent, puis il y en a 2 qui se reposent. Puis on fait une rotation. Et c'est né d'une coopérative. Puis j'ai mis en branle ce projet-là, mais ce qui s'est passé, j'ai cherché, quêté 200 000 $ pour adapter la maison pour que tout fonctionne. Et Gilles est mort en cours des travaux. Mais c'est né comme ça, les maisons Gilles Carle. d'abord, une coopérative. Maintenant, je vais partager mon écran. Alors, pouvez-vous nous donner quelques détails sur les maisons Gilles Carle? Alors, oui. D'abord, on en a 9 actuellement, à Montréal, Boucherville, Alma, Chicoutimi, Cowansville, Grand-Mère, près de Trois-Rivières, Montjoly, ça c'est celle de Montréal. Donc, elle est là, dans cet édifice-là, il y a 22 chambres. Et puis, il y a le lac Beauport, ça c'est Boucherville, ben, ils sont toutes bien identifiées. Celle-là en Beauce, elle est magistrale. Ah oui, regarde, c'est comme un log cabin, c'est incroyable ça. Oui. Mais en tout cas, puis là, on va en ouvrir 3 autres cette année à Longue-Rive, près de Bécomo, à Terrebonne et à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie. Mais qu'est-ce qu'offre, c'est quoi qu'offre une maison Gilles Carle? C'est d'abord du répit hébergement, 7 jours sur 7, mais avec la pandémie et le manque de personnel,
c'est pas 7 jours sur 7. Certaines maisons, c'est 4 jours. Certaines maisons, c'est 5 jours. Ça dépend de chacune des maisons dans la région où elles se trouvent. Alors, puis, il y a des soins infirmiers, le personnel pour le bain, les repas, les collations, des infirmières, les cuisinières. Toutes les maisons n'ont pas des infirmières, mais il y a des soins infirmiers. Il y a un centre de jour. Puis, il y a surtout une intervenante psychosociale pour le soutien moral de l'aidant autant que de l'aider. En gros, c'est ça, mais il y a beaucoup plus parce que c'est une vraie maison. Donc, c'est à dimension humaine et l'aidante comme l'aidé peuvent rester. L'aidante, elle peut rester avec son aidé. Et il y a des activités de chant, la peinture, la danse, ce qu'on appelle la stimulation sensorielle. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel. Moi, je viens de faire des vidéos dans chacune des maisons et je peux vous dire qu'il y a des témoignages, des femmes, une femme qui m'a dit, entre autres, à Cowansville, si je n'avais pas eu la maison Gilles Carle, je serais morte. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent et disent comment est-ce qu'on peut se mettre sur une liste? Comment ça fonctionne si des proches aidants qui aimeraient être sur une liste pour aller dans une des maisons répit? Comment ça fonctionne? Ben, il faut appeler la maison dans chaque région et puis parler aux intervenants. Et il y a de la place. Il y a de la place actuellement là, dans les maisons à Montréal, à Boucherville. C'est sûr qu'il y a un manque de personnel, mais ça fonctionne vraiment bien. Et il faut peut-être aller voir notre site web, donc fondationmaisongilcarle.org et vraiment nous appeler à la fondation ou appeler la maison. Mais par exemple, la maison de Montréal, elle dessert 5 CIUS. Donc, toute l'île de Montréal. Et si quelqu'un, un aidant, vient d'Abitibi pour venir à l'hôpital à Montréal, l'aidant peut séjourner dans nos maisons Gilles Carle à Montréal. Donc, on a vraiment... Il n'y a pas de règles. Ce n'est pas gendarmerie. C'est pas des gendarmes. Alors, il y a toujours possibilité de s'adapter à chaque situation. Okay. Et à propos des langues, parce que la majorité des gens qui écoutent McGill Care sont des anglophones, est-ce que ça répond aux besoins des anglophones, des allophones? Oui, absolument. Il n'y a pas de ghetto de langue, il n'y a pas de ghetto de maladie, il n'y a pas de ghetto de classe sociale. Donc, quelle que soit la langue, puis c'est pas la langue, c'est pas le premier outil pour communiquer avec quelqu'un. Et quand je l'ai vu, Gilles, en perte d'autonomie, il parlait plus, le dialogue continue même quand la personne ne parle plus. Alors, quelles que soient les langues, mais oui, tout le monde parle anglais, français, espagnol, même roumain. La directrice générale à Montréal, elle est roumaine. Alors, il y a beaucoup de Roumains, il y a beaucoup d'Italiens. C'est exceptionnel. Mais on peut dire que c'est des soins, c'est personnalisé. Donc, on arrive à faire comme si on était dans une vraie maison. Et c'est une ressource très importante pour nous, puis nous allons ajouter le lien sur notre section de ressources, sur notre site web, parce que c'est très, très, très important. Cet automne, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, a annoncé la politique de protection des proches aidants et le plan d'action national. Qu'est-ce que ça signifie pour les maisons Gilles Carle et les proches aidants du Québec? Est-ce que vous êtes impliqués dans cela? Ben oui, on est dans la mesure 45. Donc, on est dans le continuum des services à domicile. Donc, c'est la première ligne après les soins à domicile, c'est les maisons Gilles Carle, les centres de répit de jour, mais nous, c'est du 24 heures. Alors, c'est un plan d'action vraiment là qui vient cimenter des mesures concrètes pour les besoins des aidants. C'est axé sur les aidants. Alors, je pourrais dire que cette politique, ce plan d'action, cette loi, la loi Saint-Catille,
56 fait en sorte que l'aidance ne sera plus jamais un fardeau. Et c'est ça que les aidants ont besoin. Parce que je veux dire, pour moi, les maisons qu'on appelle les résidences privées, qui finissent par coûter des fois plus que 10 000 par mois, ça, c'est des gens des capitalistes de la vie, qui capitalisent sur la mort, sur la maladie et qui produit des milliardaires. Il y a à peu près 5 familles au Québec qui sont propriétaires de ces réseaux. Je ne vous les nommerai pas, mais on les connaît tous. Et ils sont milliardaires. Alors, comment dire, tout le système médical s'enrichit avec le corps. Et pour moi, ça, c'est scandaleux. Alors, même des salons funéraires, les compagnies pharmaceutiques, je veux dire, il faut arrêter ça et il faut donner un vrai répit et que ce soit gratuit, parce que l'idée, c'est la gratuité. Imaginez payer 10 000 $. Parce que quand on va dans une résidence privée, chaque demander à manger, demander à aller aux toilettes, demander à marcher, tout est comptabilisé. Alors, c'est tragique. Moi, quand j'étais au bout de mon souffle, j'ai inscrit Gilles dans un CHSLD sur la rue Milton et Saint-Urbain. Puis ils m'ont dit, vous savez, si vous n'envoyez pas de préposé, il va être couché jusqu'à sa mort, puis il va être gavé. Parce qu'il fallait que j'envoie quelqu'un pour le nourrir. Donc, c'était le même sort qu'à la maison, mais pire, parce que moi, je devais aller vivre en CHSLD 7 jours par semaine, 12 heures, 15 heures par jour avec mon mari. Donc, et malheureusement, c'est la même réalité aujourd'hui. Oui, mais il faut changer. Oui, c'est à nous de changer. Vous êtes une femme incroyable et votre résilience, je ne sais pas si on dit ça en français, mais résilience est incroyable, votre passion. Je crois que vous avez un poème que vous voulez nous lire. Oui, j'aimerais ça. Parce que la poésie, comment vous dire, la poésie, c'est ce qui sauve l'aidant et l'aider. Parce que quand on est dans une trajectoire comme ça, les soins primaires sont nécessaires, et c'est une des missions essentielles aux maisons Gécard, c'est la poésie, l'art, la peinture, la littérature, la musique. C'est des maisons dont la mission culturelle est essentielle. Et ça, c'est un poème du poète Saint-Denis Garneau que j'ai chanté sur mon album « À la croisée des silences ». Et ce poème dit « Je ne suis plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir. Et qui viendra dans ma misère? Qui aura le courage d'entrer dans cette vie à moitié morte? Qui me verra sous tant de cendres et soufflera et ranimera l'étincelle? Et m'emportera de moi-même jusqu'au loin, loin. Qui m'entendra, qui suis sans voix, maintenant dans cette attente? Quelle main se posera sur mon front, cette douceur qui nous endort? Quels yeux au fond des miens, au fond de mes yeux obscurcis, voudront aller fiers et profonds, pourront passer sans se souiller? Quels yeux de bonté voudront descendre en se réduit et recueillir et ranimer et ressaisir et retenir cette étincelle à peine là? Ça, c'est l'aidant qui est épuisé au bout de... Oh my goodness. Chloé, vous avez aussi enregistré une chanson dédiée aux proches aidants. Nous allons l'écouter un petit bout avant de conclure aujourd'hui. Okay. Mais est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanson
pourquoi vous avez enregistré et comment est-ce que les gens peuvent l'entendre aussi ou l'obtenir? Oui, elle est sur YouTube, donc ça s'appelle Chant pour l'humanité aidante. Et puis, elle se promène partout dans le monde. On a fait ça pour entendre des voix qui racontent la vie que l'aidant doit vivre dans tous ses deuils à faire, dans son confinement. C'est né, la chanson, elle est née pendant le confinement. Donc, c'est un hymne, c'est un hommage aux aidants. Puis, cette chanson dit exactement ce qu'est la réalité de l'aidant. Alors, Chloé, merci beaucoup, beaucoup. Vraiment, là, I feel so grateful pour que vous avez pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. You're a real caregiver crusader. Le Québec, le monde est vraiment... they're so lucky to have somebody like you qui a pris quelque chose de vraiment triste dans votre vie et vous avez trouvé vraiment the strength to do something with it. Vous êtes un cadeau à l'humanité, vraiment. Merci, wow. Merci Gilles d'avoir été résilient puis de s'être battu si longtemps. Sa bataille a donné les Maisons Gilles Carle, donc un projet de société, voilà. Nous allons promouvoir sur notre site vraiment là les Maisons Gilles Carle. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill qui est financé par des dons privés. Une fois encore, je tiens à remercier la Fondation de la famille Zeller pour son soutien de la web émission aujourd'hui. Si vous voulez faire un don à notre programme ou pour en savoir plus, rendez-vous au www.mcgill.ca #démence. Un peu d'anglais là-bas. Alors, merci beaucoup à tout le monde de regarder McGill à vos côtés. Thank you. Merci. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Bonne fait, tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche, le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière, de nos espoirs, de nos rêves, de ce souvenir d'enfance qui ressurgit en souriant pour se jouer de la maladie, de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, de nos prouesses. Aménité et bonté, un œil en larmes retenu et l'autre en joie contenue. Je refuse toute colère, j'implore les dieux de me délester de toute révolte. Première résistante, premier témoin,
lorsque tout